Alors, donc merci d'être présent là ce matin pour ce petit topo. Ce topo sur la dysplasie rythmogène du ventricule droit. Je souhaitais refaire un petit peu le point sur cette pathologie qui est complexe et qui pose encore un certain nombre de questions. Donc vous verrez, il y a un certain nombre de réponses, mais il reste encore des points d'ombre sur la prise en charge de la pathologie. Alors, si on revient un petit peu dans le passé, la première description d'une maladie approchante, qui est disons de l'anomalie de Hull, elle date d'il y a un moment. La première description anatomique date d'Osler en 1905. Et la première publication de l'anomalie de Hull remonte à 1952, en sachant que c'était une anomalie congénitale, qui a un certain nombre de noms, dont le ventricule droit papyracé, ou cœur parchemin. C'est un truc qui est rare, hein, et qui aurait été impliqué dans un certain nombre de morts subites du nourrisson. Donc encore une fois, une anomalie du ventricule droit, mais congénitale. La première description de la dysplasie du ventricule droit, elle remonte aux années 80, 1977, puis 1982, la première série de patients. Donc ça, je vous remets la publication initiale de Marcus et Fontaine. Et elle fait une description de 24 cas adultes d'anomalie du ventricule droit, avec une description qui est bien complète, hein, qui est à la fois anatomique, électrocardiographique, en échographie également, et puis des études également anatomopathologiques. Et on a déjà une belle description de cette pathologie-là. Donc on reviendra après sur la description de la maladie. Je vous mets cet article de Corrado qui date de 2017, que je vous incite à lire, qui a un beau résumé des connaissances actuelles sur la dysplasie. Je me suis un petit peu appuyé sur ce papier pour faire le travail aujourd'hui. Alors la DAVD, on a compris que c'était différent de l'anomalie de Hull. L'anomalie de Hull, je vous ai dit que c'était une anomalie congénitale. La dysplasie du ventricule droit est une pathologie qui est génétique, mais pas congénitale. C'est une cardiopathie qui est acquise et dont la physiopathologie repose sur une perte des myocytes. Et parallèlement à cette perte de myocytes, on a un développement de tissus fibrograisseux. C'est un mécanisme qui est médié par l'immunité. Et on espère que ça puisse avoir des implications sur le plan thérapeutique un jour peut-être. Sur le plan anatomopathologique, on constate ça, c'est qu'on a effectivement une perte des jonctions myocytaires et une espèce de cicatrice fibrosante qui se fait par du tissu fibrograisseux. Le mécanisme moléculaire est assez bien connu aussi. On sait que c'est des pathologies qui touchent les desmosomes, qui sont des protéines de jonction entre les myocytes. Et on a décrit ces anomalies de desmosomes, notamment dans des syndromes un peu plus complexes, comme par exemple la maladie de Naxos, qui associe une dysplasie rythmogène du ventricule droit, une kératose palmoplantaire et des cheveux laineux là, que vous avez sur la photo. On a également compris au niveau génétique le support de cette maladie. Alors bien entendu, on n'a pas toutes les connaissances génétiques, mais on commence à avoir des connaissances qui avancent avec un certain nombre de gènes impliqués, et c'est tous des gènes qui vont être impliqués dans les desmosomes. Donc je vous disais, la physiopathologie de la DAVD repose sur une perte de couplage entre les myocytes. Cette perte de couplage, on verra qu'elle est aggravée par l'effort, par le stress pariétal notamment, et plus on a de stress sur ces myocytes, et plus on a de risques de perte de connexion entre les myocytes, de lésions myocytaires et de fibrose derrière. Il y a plusieurs conséquences à ces lésions myocytaires. D'abord des conséquences anatomiques, puisque quand on perd du myocyte, on a des parois qui s'amincissent, ce qui peut mener à des dilatations anévrismales ou à une dysfonction systolique, notamment du ventricule droit. On sait que ces lésions anatomiques, elles sont prioritairement dans 3 points, qui sont la zone sous-valvulaire, l'infundibulum et l'apex.
qu'on appelle le triangle de la dysplasie. Sur le plan rythmique, il y a également des conséquences, puisque, étant donné qu'on a des lésions fibrosantes, on va se retrouver avec des zones de conduction lente. Il y a aussi des anomalies à l'échelle plus moléculaire, au niveau des canaux, du desmosome et des jonctions, qui font qu'on va avoir un certain nombre d'arythmies ventriculaires possibles. Alors, c'est une maladie qui est fréquente et à la fois probablement sous-estimée. On estime que la prévalence mondiale est de 1 sur 5000, avec des régions géographiques qui sont plus touchées, comme l'Italie, où on a eu beaucoup de publications, ou l'Allemagne. En Italie, on estime que 20% des morts subites, sur des études qui datent d'il y a quelques années maintenant, 20% des morts subites chez le sujet jeune seraient liées à des dysplasies du ventricule droit. Et chez 50% de ces patients, on a des antécédents familiaux. La transmission est assez bien connue, c'est une transmission qui est autosomique dominante, mais avec une pénétrance incomplète et une expression qui est variable. Et on verra que l'expression est vraiment variable en fonction du mode de vie du patient et notamment de son volume d'activité physique. Le pronostic est plus péjoratif chez l'homme, probablement en partie du fait de l'environnement hormonal et potentiellement du fait de l'activité physique. Et il faut estimer qu'on sous-estime probablement l'incidence de cette maladie, parce que vous verrez qu'on a des difficultés importantes à poser un diagnostic de dysplasie rythmogène. On verra brièvement à la fin, c'est un sujet qui est important mais qui n'est pas très tranché, qu'il y a probablement des formes frontières, c'est-à-dire qu'il y a la maladie dysplasie du ventricule droit, et puis après il y a probablement des pathologies ventriculaires droits qui sont médiées par le sport sans forcément de support génétique évident. Le diagnostic de la dysplasie est difficile. Alors, les premiers guidelines s'y remontent à 1994. Ils ont été révisés en 2010 pour essayer d'améliorer la spécificité du diagnostic. Et ils sont répartis en critères majeurs et mineurs qu'on va revoir. Alors, pour poser un diagnostic, il nous faut 2 critères majeurs, ou un critère majeur, 2 critères mineurs, ou 4 critères mineurs. Donc ça repose sur de l'imagerie, sur de l'électrocardiogramme, sur les antécédents, on va voir ça. Alors sur l'imagerie, il y a un seul critère majeur, vous verrez qu'il est assez sévère, hein, c'est une akinésie, une dyskinésie segmentaire ou un anévrisme ventriculaire droit, associé soit à une dilatation du ventricule droit, soit à une dysfonction systolique du ventricule droit. Donc ça peut se définir en écho avec notamment une mesure qui se fait en parasternal grand axe de la chambre de chasse, donc 32 ou 19 indexés, ou ça peut se définir en IRM. Et donc il faut, j'insiste, il faut un trouble de cinétique segmentaire ou un anévrisme, et soit une dilatation, soit une FEVD altérée. Dans les dossiers que j'ai revus un peu du service, on voit souvent que finalement cette mesure-là, qui est la mesure des recommandations, on ne l'a pas forcément dans la description du ventricule droit. Est-ce que c'est primordial ou pas, je ne sais pas, mais il serait intéressant qu'on arrive à avoir ces chiffres-là, puisqu'encore une fois, les recommandations s'appuient sur ces mesures-là en échographie. C'est en diastole. Télédiastole. Alors, on est tous d'accord pour dire que le ventricule droit, c'est difficile, c'est une cavité qui est difficile à analyser, et puis que les échographies ne sont pas forcément complètement reproductibles. Mais encore une fois, on a les mêmes problématiques qu'on mesure en grand axe, en petit axe, en cas de cavité. Enfin, donc, quitte à prendre une mesure, autant prendre celle-là. Comme critère mineur, on a la même chose, akinésie, dyskinésie ou anévrisme, associé à une dilatation ce coup-ci modérée, donc avec des chiffres différents, encore une fois, soit en écho, soit en IRM, ou une dysfonction systolique du ventricule droit moindre. Et donc, ce qui n'est pas diagnostique, ce qui n'apporte pas d'éléments diagnostiques dans la dysplasie, c'est tout le reste, c'est-à-dire qu'un anévrisme ventriculaire droit sans dilatation ou sans dysfonction ventriculaire droite n'est pas considéré comme un critère diagnostique dans la dysplasie, une hypokinésie segmentaire, une akinésie, enfin, tout ce qui ne va pas être associé à une dilatation ou une dysfonction systolique.
Sur le plan électrocardiographique, de la même manière, on a des critères majeurs, des critères mineurs. Alors, les critères majeurs, ça va être les ondes T négatives V1, V3, de V1 V3 plus ou moins V4, sans bloc de branche droit. Alors, il précise chez des plus de 14 ans. Une onde epsilon, alors que vous avez là à l'écran ici. Quand on en est à l'onde epsilon, franchement, ça fait assez peu de doute. En général, on a tous les autres critères qui vont avec. Ou un trouble du rythme ventriculaire, donc TV non soutenu ou TV soutenu, droite, donc avec un axe gauche, un aspect QS en V1, et qui ne viennent pas de l'infundibulum, donc qui sont soit négatives en inférieur, soit positives en VF. On estime que les TV infundibulaires ou les ESV infundibulaires ont bien entendu pas le même poids. Critère mineur ECG, c'est un peu l'équivalent en moindre, donc des ondes T négatives de V1 à V3, mais avec un bloc de branche droit, ou des ondes T négatives juste en V1, V2, ou au contraire des ondes T négatives de V1 à V6, qui du coup n'ont pas la même spécificité, n'apportent pas autant d'arguments pour une dysplasie. Les potentiels tardifs font encore partie des critères mineurs. Donc on verra, c'est pas forcément primordial, on ne le fait pas de manière systématique, mais quand on a besoin d'un diagnostic, mettons dans un bilan de syncope par exemple, avec une suspicion de DAVD, et là on peut avoir vraiment le souhait de poser un diagnostic, on peut s'aider de ces critères-là. Donc vous vous rappelez, on n'en fait plus tant, mais sur les potentiels tardifs, on va mesurer la durée totale du QRS, la durée de la fin du QRS et puis l'amplitude de la fin du QRS. Il y a 3 critères, il faut qu'il y en ait 2 positifs pour qu'ils soient positifs. Et critères mineurs, donc des troubles du rythme ventriculaire, mais ce coup-ci infundibulaire, donc une ESV infundibulaire ou une TV infundibulaire, c'est positif dans les dérivations inférieures et négatif en dérivation VL. Donc imagerie, électrocardiogramme, ensuite il y a l'histoire familiale. Donc un critère majeur, c'est une DAVD prouvée chez un parent du premier degré. Critère mineur, DAVD suspecté chez un parent du premier degré ou prouvé chez un parent plus éloigné. Il y a aussi la biopsie qui peut être un critère diagnostique. Alors, on ne la fait pas fréquemment, mais encore une fois, ça peut être fait. S'il y a une perte de myocytes à hauteur de... Enfin, s'il reste moins de 60% des myocytes sur la biopsie, c'est un critère majeur. 60-75, c'est un critère mineur. Et vous le savez bien, mais la grosse difficulté de la biopsie, c'est que les atteintes dans la dysplasie ne sont pas du tout homogènes. Donc on peut avoir des faux négatifs de manière importante. Après, par contre, il ne faut pas raisonner sur... Enfin, les faux positifs sont moins à craindre. La génétique peut aider. Alors la génétique, elle retrouve environ 50% des diagnostics. Enfin, elle est positive dans 50% des cas, avec un certain nombre de gènes que je vous ai remis là. Et avec le problème qu'on a en génétique, alors à la fois on ne connaît pas toutes les mutations et à la fois on peut se retrouver avec ces gènes mutés, mais avec des mutations pour lesquelles on ne sait pas si elles sont pathogènes ou pas, notamment des missense ou des mutations qu'on sait non pathogènes. En tout cas, ça peut aider au diagnostic. C'est à faire de manière probablement assez systématique, notamment dans le cadre du dépistage familial. Avec les mêmes réserves qu'on peut avoir sur le Brugada, c'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit que même si on retrouve une mutation du DSC2 par exemple, ça n'exclut pas qu'il y ait une autre mutation impliquée qu'on ne connaisse pas. Donc il faut qu'on lui accorde la valeur qu'elle a, mais ça peut aider au diagnostic familial. Et on verra notamment pour savoir comment on suit ces patients et quelles consignes on a. La mortalité, alors ça c'est difficile de répondre. La mortalité dans les séries de malades, vous voyez, j'ai mis des 2 extrêmes là, mais entre pas beaucoup et 3-6% par an. Après dans les études qui incluent les familles, donc les patients qui sont gènes plus, phénotype moins, on a une mortalité qui est probablement inférieure à 1%. On identifiera 2 populations assez faciles. C'est souvent un petit peu comme ça. La population à haut risque est assez facile à identifier. C'est les gens qui ont déjà fait un ACR, qui ont déjà fait une TV soutenue ou une fibrillation ventriculaire, ou qui ont une dysfonction ventriculaire droite
ou ventriculaire gauche sévère. Ventriculaire gauche, du coup, dans le cadre d'atteinte biventriculaire. La population à bas risque, c'est principalement ceux qui n'ont pas le phénotype. Et après, il y a toute la population du milieu qui, comme souvent, pose un petit peu question. Alors, pour essayer d'affiner ce risque, on a des facteurs de risque qui sont assez bien identifiés. Je vous incite à bien retenir les 3 premiers. On va discuter plus longtemps du deuxième. La syncope est un gros facteur de risque. Si on a une dysplasie et qu'on a fait une syncope, ça nous marque qu'on a beaucoup plus haut risque, avec un risque relatif qui est au-delà de 3, qui atteint 5, 6, 7 dans certaines études. La dysfonction ventriculaire droite ou ventriculaire gauche modérée est un critère de risque aussi qui est bien défini. On voit que ces gens-là font beaucoup plus d'événements rythmiques. Donc encore une fois, alors là du coup on ne parle pas tant de la dilatation n'est pas pronostique, c'est plus la fonction systolique sur la FEVD, donc à évaluer en IRM ou en écho. La TV non soutenue interroge un petit peu plus parce qu'ils sont restés sur la même définition que ce qu'on a pour l'HVG, à savoir au moins 3 battements consécutifs à plus de 150 par minute, je crois. Donc c'est assez strict. Et autant on voit que la TV non soutenue chez certains patients est assez répétée avec des trucs un peu moches sur le holter, autant un triplet, on y est quand même relativement vite. Alors je ne sais pas s'il faut le mettre au même niveau. Et on voit que la définition de la TV non soutenue, ils ont vraiment repris celle de l'HVG, enfin de la CMH, pardon. Mais c'est difficile de savoir si les critères sont bien toujours les mêmes dans les différentes études. Il y a des facteurs de risque mineurs qui ne nous servent pas à grand-chose finalement. Le fait d'être un homme, certaines formes génétiques, les potentiels tardifs, une dysfonction modérée, il faut l'enlever d'ici. Pardon, elle n'est pas ici. Et alors la SVP. La SVP a été pas mal utilisée pendant assez longtemps pour essayer justement de mieux évaluer ce risque-là. Je vais tout de suite conclure là-dessus. Ce qu'on peut retenir, ce qu'il faut probablement retenir, c'est que la SVP a assez peu de valeur. On a une valeur prédictive positive et négative qui sont aux alentours de 50%. Quand on en est là, c'est qu'il ne faut pas la faire. Alors, j'aurais pu vous sortir d'autres études qui sont un peu plus optimistes, mais globalement, il n'y a pas d'études claires là-dessus. À partir du moment où la valeur prédictive négative n'est pas bonne non plus, la valeur prédictive positive, on peut l'entendre, mais bon, voilà, probablement que ce n'est pas un outil. Alors sur ce travail de Corrado en 2015, il propose une évaluation du risque en fonction de ces critères dont je viens de vous parler. Alors simplement, la dysfonction sévère, il faudrait qu'on la mette là-haut. La dysfonction sévère, c'est comme les événements rythmiques majeurs, ça vous marque comme à haut risque. Et dans les facteurs de risque à évaluer, on a la syncope, la TV non soutenue et la dysfonction mineure. D'ailleurs, après, vous verrez que dans son arbre décisionnel, c'est ça qu'il utilise. Et après, on a toute cette partie-là qui est à risque intermédiaire. Les patients à bas risque, ils sont assez simples, c'est ceux qui n'ont aucun facteur de risque. Alors, comment on les prend en charge ? Il faut bien avoir conscience que la dysplasie, le traitement aujourd'hui de la dysplasie est un traitement palliatif, c'est-à-dire qu'on essaye de diminuer l'évolution de la pathologie, de traiter les problèmes en cours, mais on n'est pas capable aujourd'hui de guérir une dysplasie rythmogène du ventricule droit. C'est bien de le comprendre, c'est bien de l'avoir à l'esprit, c'est difficile à dire aux patients, mais d'un autre côté, vous verrez qu'il faut quand même leur dire des trucs parce qu'on a des évolutions qui sont vraiment dramatiques parfois, peut-être par défaut de compréhension de la gravité de cette pathologie. Le premier axe du traitement, c'est le sport. Diminuer le sport. Et alors vraiment, moi ça me fait mal de le dire, mais j'ai l'impression que c'est la seule pathologie en cardiologie. On a vraiment ce discours extrêmement limitatif sur le sport, et à raison, vous verrez, il faut limiter le sport, et c'est vraiment le gros axe du traitement. Le reste, c'est de l'ordre du traitement palliatif, c'est-à-dire pour les patients qui sont à risque rythmique, implanter un défibrillateur. Le traitement antiarythmique, vous verrez que ça ne nous aide pas énormément. Et puis après, on a des traitements annexes qui sont l'ablation de tachycardie ventriculaire, on y reviendra,
le traitement de l'insuffisance cardiaque, et puis la greffe, bien entendu, qui peut être une option thérapeutique, puisqu'on a affaire à des patients qui sont parfois jeunes. Je vais commencer par le défibrillateur. Alors les recommandations sont assez claires. Les patients à haut risque, il faut aller à l'implantation du défibrillateur. Donc les patients, bien entendu, en prévention secondaire, qui ont fait une TV soutenue, arrêt cardiaque récupéré. Mais aussi, il est recommandé d'aller à l'implantation du défibrillateur chez un patient qui a fait une syncope, chez un patient qui a une dysfonction ventriculaire, alors sévère, on serait là-haut, mais modérée, et qui a fait des TV non soutenues. Alors, moi, des patients qui ont fait des TV non soutenues, ça m'interroge un petit peu, et c'est difficile de savoir précisément où on met le curseur. Voilà. On a quand même régulièrement des patients qui, sur un holter, vont faire un triplet, un quadruplet. Est-ce que pour autant, il faut aller à l'implantation? Peut-être que c'est une partie des patients chez qui on va aller, par exemple, mettre en place un holter implantable. Enfin, ça fait partie des risques un peu intermédiaires pour lesquels les recommandations de 2015 nous conseillent d'aller à l'implantation de défibrillateurs. Enfin, nous conseillent, ils disent qu'il faut, c'est should be considered. Donc, on doit l'envisager. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Pour les patients à risque mineur, facteur de risque mineur, ils disent que l'implantation peut être considérée. Voilà, encore une fois, savoir où on met le curseur, vous verrez que le défibrillateur, c'est pas non plus la panacée. On s'adresse à des patients jeunes et c'est pas une évidence non plus. Alors je vais en parler juste après. Pour les patients, bien entendu, qui n'ont pas de facteur de risque, pour le coup, on ne se pose pas la question, on ne leur fait rien de particulier de ce côté-là. Alors qu'est-ce qu'on met comme défibrillateur? Eh bien, c'est pas évident parce que on est chez des patients jeunes, donc je vais commencer par la dernière ligne, mais on aurait envie chez ces patients jeunes d'aller à l'implantation d'un défibrillateur sous-cutané pour ne pas avoir la problématique de l'endovasculaire, du vieillissement des sondes, du risque de lésion de sonde. Le risque infectieux, vous savez, n'est pas le même sur un DEF sous-cut dans le sens où on a le même risque, même pourcentage d'infection, mais on est sur du matériel extravasculaire, donc on n'a pas de risque d'endocardite, toutes choses comme ça. Pour autant, on constate que c'est des patients qui font volontiers des TV, et du coup, l'endovasculaire a son intérêt, notamment pour faire des stimulations antitachycardiques. Et on sait que dans l'évolution, c'est vraiment des patients qui vont avoir des cicatrices fibrosantes et qui vont pouvoir évoluer vers des tachycardies ventriculaires accessibles. Face à ça, on sait aussi qu'il y a une dysfonction de sonde qui est importante. Vous voyez qu'on a à peu près 4% par an de dysfonction de sonde, contre 1% par an en classique, quoi. Parce que ce qu'on vient, dans ces 4%, on a à la fois le 1% de sonde cassée, de problèmes matériels, et on a associé à ça l'évolution de la maladie, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des sondes qui sont vissées dans une zone qui devient fibrosante, quoi. Avec une altération de la détection, avec éventuellement des blocs de sortie. Donc on a des consignes, on sait qu'on privilégie plutôt les implantations sur le septum que l'apex. Je vous ai dit que l'apex, ça faisait partie du triangle de la dysplasie. Donc voilà, mais pour autant, on a des dysfonctions de sonde importantes. Et l'autre problématique, c'est les risques de thérapie inappropriée. Alors très honnêtement, c'est à mettre au même niveau que ce soit endovasculaire ou DEF sous-cutané. Les recommandations, c'est plutôt endovasculaire. C'est précisé dans les recommandations, mais voilà, on se pose la question du DEF sous-cut, notamment chez des patients, par exemple, qui font des arythmies ventriculaires un peu désorganisées. Si on constate une TV, si l'indication du défibrillateur, c'est une TV à 180 mal tolérée, par exemple, bien entendu qu'il fallait un endocavitaire. 2015 encore, donc ces mêmes recommandations de Corrado, je vous zoome un petit peu, mais les bas risques, pas d'indication, les facteurs de risque mineurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut l'envisager, et du coup, vous voyez qu'ils sont quand même assez larges, encore une fois, on implante tout ce qui est prévention secondaire et dysfonction sévère, et puis on envisage d'implanter quand il y a une syncope, une TVNS ou une dysfonction modérée. Donc c'est quand même assez large. Alors, traitement antiarythmique,
Et ben alors ça, il faut vraiment vous faire à l'idée que ça ne nous aide pas beaucoup en fait. Ça ne nous aide pas beaucoup. Clairement, ça ne doit pas être une alternative au défibrillateur. Contrairement à d'autres pathologies comme par exemple le syndrome du QT long ou sur des formes graves, on envisage sur un LQT1, on va mettre des bêta-bloquants et en fonction de l'évolution sous bêta-bloquants, on va voir. Là, c'est pas une réflexion qu'il faut avoir. Et globalement, si on est dans une indication de défibrillateur, eh ben, on va au défibrillateur. Alors quand on est dans un truc un peu intermédiaire, je sais pas, un patient qui fait des TV non soutenus, ça peut être une option d'aller le traiter et de voir un peu comment ça évolue. Mais une dysplasie syncopale, par exemple, on va aller à l'implantation d'un défibrillateur. On ne va pas essayer de traiter. Ce qui a été assez bien montré, ce qui a été très bien montré, c'est que tous ces traitements, tous ceux qu'on va citer après, n'ont pas d'influence sur la mortalité. Le seul traitement qui est un petit peu clair, c'est les bêta-bloquants, si jamais il y a une dysfonction ventriculaire, parce qu'on est dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, le traitement de l'insuffisance cardiaque. Ensuite, le reste, eh ben, ça ne marche pas très bien. Alors, celui qui est le moins pire, c'est peut-être l'amiodarone avec la réserve que c'est aussi moins toléré. Les bêta-bloquants, le sotalol, vous allez voir que ce n'est pas la panacée. Je vous ai mis juste deux papiers. Corrado en 2003. Alors, c'est toutes des études, encore une fois, qui sont chez des gens implantés, en fait. Hein, parce que, encore une fois, ce n'est pas une alternative au défibrillateur. Donc là, on a des patients, 132 patients implantés, plutôt jeunes. Premier message, ça c'est le temps sans événement ventriculaire, sans TVFV. 48 mois, vous voyez que quelle que soit l'indication, que ce soit une syncope inexpliquée ou un arrêt cardiaque, ils font des événements. C'est des patients qui sont vraiment à risque d'événements ventriculaires. Alors on peut toujours avoir la réserve qu'ils ne seraient pas forcément morts de ces événements, hein, mais il n'empêche que les événements ventriculaires sont fréquents. Quel que soit le traitement, alors je vous fais, on ne va pas rester trop longtemps, mais quel que soit le traitement, ça ne marche pas. Que ce soit de l'amiodarone et des bêta-bloquants, de la flécaïne, du sotalex, ce que vous voulez, il n'y a pas d'influence significative sur le nombre d'événements. Autre étude de 2009, 95 patients, toujours des patients implantés. Et là, globalement, ils constatent que les bêta-bloquants, il n'y a pas de différence sur les chocs ni sur les TV. Le sotalol, dans cette étude, a été associé à un surrisque d'événements ventriculaires. Alors après, ajuster sur, je ne sais pas trop quoi, ils retombent un peu sur leurs pattes et finalement le surrisque ne serait pas significatif, mais en tout cas, on n'a pas de bénéfice. Et l'amiodarone, on a dans cette étude conclusion d'une diminution des TV des chocs, mais vous voyez 10 patients. Donc voilà, il faut qu'on considère que globalement, on n'a pas d'influence sur la mortalité, on a une efficacité qui est modérée. Et finalement, quand on regarde les recommandations, eh ben, premier message, chez les gens qui sont simplement gène plus, phénotype moins, bien entendu, il ne faut surtout pas les traiter. Et chez les autres, eh ben, finalement, on s'en sert chez des gens qui font des TV qui ont des fibrillateurs ou qui palpitent. On s'en sert à visée symptomatique ou à visée diminution de la charge d'arythmie, mais encore une fois, ça ne vient pas en compétition avec les autres thérapeutes, enfin avec le défibrillateur principalement. Je réinsiste sur les bêta-bloquants qui, bien entendu, ont leur place dans le traitement de l'insuffisance ventriculaire droite ou gauche. L'ablation de TVR, j'ai mis juste cette diapo. C'est un outil, c'est un bon outil et c'est un outil qui n'est pas révolutionnaire non plus. Pour deux raisons. D'abord, contrairement à la cardiopathie ischémique, les lésions ne sont pas forcément faciles d'accès puisque l'atteinte est soit endocardique, soit épicardique, soit un peu les deux. Et souvent, pour avoir une ablation efficace, il faut avoir un abord endo- et épicardique, ce qui rend le geste plus lourd et plus compliqué à faire. L'autre grosse différence avec la cardiopathie ischémique, c'est qu'encore une fois, on est sur des lésions évolutives et on peut avoir un geste efficace au tenté et puis finalement avoir une autre cicatrice fibrosante qui apparaît dans les années qui suivent avec une réévolution vers des événements rythmiques. Ça reste un outil important. De la même manière, ça ne vient pas en compétition avec le défibrillateur. Il est assez rare qu'on aille à l'ablation de tachycardie ventriculaire chez quelqu'un qui n'a pas de défibrillateur, pour la raison que si on va à l'ablation de TV, c'est qu'il a fait une TV soutenue, et en général, c'est des patients qui ont un défibrillateur.
Des autres thérapeutiques, le traitement d'insuffisance cardiaque, qui va du traitement médicamenteux jusqu'à la greffe. Des études animales qui préconisent une diminution de la précharge, notamment avec des vasodilatateurs, mais ce n'est pas arrivé jusqu'aux études humaines. Et toujours chez l'animal, on a un traitement curatif qui est actuellement essayé, qui est un activateur voilà, que je vous ai mis là, du WNT Signaling Pathway, mais qui marcherait dans une atteinte particulière qui est l'atteinte du PSK2. On est encore dans l'ordre de la recherche, mais c'est la première fois qu'on évoque un traitement curatif quand même sur cette pathologie. La limitation du sport, c'est central. Et c'est central chez tout le monde, vous allez voir. C'est-à-dire que là, je vous le mets chez les patients à haut risque, chez les patients à risque intermédiaire, modéré, et chez les patients gène plus, phénotype moins. Et ça, autant on est, je pense, assez clair avec les patients qui sont des patients, enfin qui ont des symptômes, une atteinte du ventricule droit, autant on l'est probablement moins, et probablement à tort, chez les apparentés. Alors, je vais essayer de vous argumenter ça avec un petit peu de littérature. En 2013, une étude sur 87 patients. Vous allez voir, ces études, elles sont intéressantes parce qu'elles comportent en général des malades et des membres de la famille, donc des gènes plus, mais phénotype plus ou phénotype moins. Dans cette étude, alors juste en aparté, les études elles sont difficiles à comparer parce qu'elles ne comparent pas la même chose. Vous allez voir qu'en général, on parle d'athlètes, par exemple. Mais athlète, autant dans le cardio du sport, il y a une définition qui est assez claire, qui est plus de 6 heures par semaine à plus de 60% de la VO2, enfin c'est assez clair. Autant dans ces études-là, ça mélange un peu tout et n'importe quoi. Donc là, en l'occurrence, dans cette étude, la définition de l'athlète, c'est quelqu'un qui fait plus de 50 heures par an à plus de 70% de la VO2. Donc dans cette étude, on va regarder l'activité physique en quartile, en heures d'activité physique annuelle, et athlète ou pas athlète, s'ils ont dépassé le seuil des 50 heures. L'évaluation, elle se fait sur le diagnostic de la maladie. Donc, est-ce qu'il rencontre les critères de la Task Force de 2010, là, dont je vous parlais, les critères majeurs mineurs? Est-ce qu'ils font des arythmies? Est-ce qu'ils font de l'insuffisance cardiaque? Donc, ceux qui rencontrent les critères diagnostiques de la dysplasie, vous voyez que plus on augmente l'activité physique annuelle, plus on va rencontrer les critères diagnostiques de la dysplasie, plus on révèle la maladie. De la même manière, entre les athlètes ou les pas athlètes, si on est athlète, si on fait de l'activité physique de manière significative dans l'année, on va rencontrer plus fréquemment les critères de la maladie. Et ça, on va le retrouver après sur les autres critères. C'est-à-dire que athlète, pas athlète, si on est athlète, on va plus faire de tachycardie ventriculaire ou de fibrillation ventriculaire. Si on est athlète, on va plus faire de l'insuffisance cardiaque. Donc on révèle plus la maladie et on est plus touché sur le plan rythmique et sur le plan de l'insuffisance cardiaque. Le deuxième message de cette étude que je trouve intéressant, c'est de voir que ça n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, là vous avez les 3 quartiles du bas, donc ceux qui en font le moins, et ceux-là, s'ils se mettent à faire du sport dans le follow-up, ils vont révéler plus la maladie. Alors que ceux-là, s'ils restent dans les 3 quartiles du bas, ils ne révèlent pas trop là. C'est les arythmies ventriculaires, par exemple. Mais vous voyez qu'en fonction de l'évolution qu'ils ont pendant la surveillance, s'ils se mettent à faire du sport, ils vont faire plus d'arythmies. S'ils restent sur un niveau de sport bas, ils vont rester à un niveau bas. Et ce qui est rassurant, si on veut voir des messages un peu rassurants, c'est que c'est vrai dans l'autre sens. C'est-à-dire que s'ils sont dans le quartile du haut et qu'ils baissent leur activité, vous voyez, ils vont rejoindre ceux qui n'ont... ils rejoignent les autres, alors que s'ils étaient dans le quartile du haut et qu'ils restent dans le quartile du haut, là, ils arrivent à des pourcentages d'arythmie ventriculaire qui sont élevés. Alors, vous pouvez m'opposer qu'il y a peu de patients, oui, c'est des tout petits chiffres, mais il n'empêche qu'on le retrouvera dans la littérature après. L'activité physique est pénalisante, mais le fait de diminuer l'activité physique apporte un bénéfice, y compris chez des patients, graves. Une autre étude de 2014, là on a 110 patients,
vous voyez que la définition de l'athlète est différente. Là, c'est plus de 4 heures par semaine à plus de 6 mètres. Enfin, en tout cas, activité physique significative. Là, c'est une étude plus d'imagerie. Je vous remets 6 mètres parce que c'est ce qu'il faut qu'on dise aux patients, si vous voulez. Mais plus de 6 mètres, c'est de la course à pied, des pompes, etc. Mais surtout, moins de 6 mètres, il n'y a pas grand-chose, en fait. Et vous voyez que finalement, on a des activités qui sont de l'ordre de l'activité physique, à moins de 6 mètres, du vélo à plat, de la marche, mais qui ne sont pas forcément de l'activité sportive. Et on a l'impression que l'activité sportive, elle est au-delà de 6 mètres. Donc probablement, et on verra après dans les recommandations, mais probablement que la bonne recommandation, en fait, c'est de ne pas avoir d'activité sportive, quoi. Dans cette étude-là, on voit que, pareil, quand on est athlète, on fait plus d'insuffisance cardiaque. Ici, c'est les transplantations. Et puis, sur les différents critères d'imagerie, on dilate plus son VD, on diminue plus la FEVD. Vous voyez ici, l'évolution de la FEVD en fonction de l'activité physique. Donc, plus on a de mètres, encore une fois, c'est exprimé de manière différente, mais c'est mètres minutes par semaine. Mais plus on fait d'activité physique et plus on a une évolution pénalisante de la pathologie. Cette étude-là, je la montre en complément parce qu'elle rajoute la question de sport en compète ou sport récréatif. Quand on fait du sport de compétition, on a plus de risques. On a plus de risques rythmiques, alors que le sport récréatif, on n'est pas loin des gens inactifs. Et puis, on révèle plus la pathologie aussi. L'autre message qui rejoint l'étude de tout à l'heure, c'est que quand on passe de compétitif à récréatif, quand on diminue son activité physique, on vient rejoindre le risque des patients qui ne faisaient pas de sport de compétition. Et la dernière chose, c'est pour revenir un petit peu, pour arriver un petit peu aux recommandations, c'est de voir ce qu'il faut qu'on conseille aux patients. Donc là, on a une étude qui essaye de voir l'évolution des patients en fonction de leur activité physique, et ils se sont mis au seuil de recommandation de la Société américaine de l'AHA sur l'activité physique recommandée à titre de bien-être, enfin de bénéfice de l'activité physique. Donc c'est plus de 150, on conseille de faire plus de 150 minutes d'activité physique par semaine pour avoir le bénéfice de l'activité physique. Donc ils regardent ceux qui font moins que ça, à moins de 6 mètres. D'accord ? Ils vont regarder un certain nombre de trucs, donc toujours d'imagerie. Alors là, il faut le dire comme ça. Ici, on a l'intensité qui augmente, ici la durée. Donc ici, c'est ceux qui font plus de 6 mètres, plus de 2h50, 2h30 par semaine. Et ici, ceux qui font moins de 2h30 par semaine, à moins de 6 mètres. Et on voit sur les critères d'imagerie, sur les critères de dysfonction VD, dilatation VD et même dysfonction VG, que plus on a une activité intense et plus on va aggraver les choses, d'autant plus si elle est prolongée. Et ici, chez les patients pour les arythmies ventriculaires, on voit, vous voyez que ici, si on reste si on est à une activité pas intense, éventuellement plus longue, vous voyez ici, il n'y a pas trop de différence entre là et là. Donc on peut avoir une activité qui probablement est au-delà des 150 minutes, mais sous réserve que ce soit une activité physique et pas une activité sportive. Par contre, finalement, dès qu'on arrive à une activité intense, même si elle est plus courte, même si elle a 1 heure par semaine, on arrive à des arythmies ventriculaires fréquentes. Même message sur cette étude qui n'était pas faite pour ça, mais on voit, là vous avez le seuil des 150 minutes, et ça c'est le pourcentage de gens qui révèlent la maladie, quoi. Enfin, qui révèlent les critères de la task force, donc en rouge là, ou en bordeaux, et vous voyez que dans ceux qui restent en dessous de 150, il y en a, enfin ceux plutôt qui ne révèlent pas la maladie, très majoritairement sont en dessous des 150. Alors que disent les recommandations? Elles sont sévères sur l'activité sportive. On contre-indique le sport, ça c'est les recommandations de Ritmo, on contre-indique le sport de compétition
chez les gènes plus et les phénotypes plus, enfin chez tout le monde, à partir du moment où la maladie, où il y a les gènes, quoi, où il y a l'anomalie génétique. Et on conseille aussi de diminuer le sport récréatif. Les recommandations de Cardio du Sport ce coup-ci, ben, un peu la même chose. Et j'insiste sur le fait que, vous voyez, ils ont des recommandations spécifiques pour les gènes plus, phénotypes moins, et qui sont les mêmes en fait. Hein. C'est-à-dire que on contre-indique le sport de compétition et on conseille de limiter l'activité sportive sans chiffre donné. Quoi. Ça, c'est un papier de 2019 de Prior qui essaye de donner des recommandations, disons, chiffrées. Alors, qui donne plusieurs messages. C'est un peu du bon sens et c'est un peu la lecture de ce qu'on peut voir de la littérature. C'est qu'on déconseille l'activité endurante, ce qui est un peu contre-intuitif. Enfin, on aurait l'impression, en tout cas pour d'autres pathologies, pour à peu près toutes les autres pathologies, le sport endurant est plutôt plus à préconiser que le sport plus agressif, dans le sens où on augmente moins le risque rythmique. Enfin, alors que là, on a un raisonnement différent. Il faut diminuer le temps où le VD est en stress, quoi. Enfin, il faut diminuer le stress pariétal du ventricule droit notamment. Donc, on déconseille le sport endurant. On le limiterait à 2h30 par semaine sur un exercice non intense. Vous voyez que c'est assez restrictif, mais ça correspondrait, ce qui probablement serait à faire pour ces patients. Juste très brièvement, mais en 2 diapositives, une question qui est très débattue, c'est de savoir si on est toujours dans un contexte de DAVD, c'est-à-dire qu'on a des patients qui ont un support génétique et qui révèlent une DAVD, des patients pour qui on ne trouve pas de support génétique et qui révèlent une maladie DAVD-like. Une des interrogations, c'est de savoir si l'exercice sportif à haute dose, notamment endurant, notamment chez les triathlètes, est-ce que cet exercice sportif ne peut pas, indépendamment d'anomalies des desmosomes, aller créer des lésions myocytaires et évoluer vers une dysplasie-like. Et on a un certain nombre de patients qui sont des cas sporadiques, enfin, qui n'ont pas du tout de cas familiaux et qui révèlent des maladies qui sont très proches de la DAVD, enfin qui sont des DAVD, pour lesquelles on trouve éventuellement pas d'anomalie génétique, mais qui seraient probablement à prendre en charge de la même manière. Dans ce papier, il y a cette question intéressante du risque génétique, du risque environnemental, donc l'activité sportive prolongée intense, et quelle est la part des deux. Donc mon message pour finir, c'est qu'il faut bien stratifier le risque des patients. Encore une fois, le risque est rythmique ou le risque est de l'insuffisance cardiaque. Le risque rythmique, il doit mener à l'implantation d'un défibrillateur chez un nombre quand même assez important de patients. Il mène à un défibrillateur chez un nombre assez important de patients, sans qu'il y ait de carte médicamenteuse claire à jouer en alternative. Il faut garder à l'esprit que c'est une pathologie qui doit nous amener à être très restrictif sur l'activité physique, très restrictif, ce qui est extrêmement difficile parce qu'il y a un certain nombre de ces patients qui sont addicts au sport et c'est finalement ce qui les a menés à la pathologie. Ce qui est par contre plus facile dans le cadre du dépistage familial, et il faut vraiment qu'on aille au dépistage familial, qu'on aille à la génétique de manière, à mon sens, systématique pour au mieux dépister les gènes plus, phénotypes moins, et pouvoir leur conseiller ça, d'avoir une activité sportive, pour ainsi dire, quasi nulle, quoi. Garder une activité physique, par contre, encore une fois, c'est des patients qui peuvent garder une activité physique, mais finalement, quasi pas d'activité sportive. Donc c'est extrêmement difficile, mais c'est probablement le message qu'il faut que nous, on transmette. Autant on peut être cool sur le sport pour un certain nombre d'autres pathologies cardiaques, autant là, je pense qu'il ne faut pas.